Bonjour à tous, j'ai décidé de faire un format vidéo pour vous diffuser les cours en attendant que vous puissiez revenir au CFA. J'ai aussi décidé de repartir de zéro, comme ça vous les aurez en support si vous en avez besoin plus tard. Du coup, je pense que les formats, ça sera pas forcément des formats très longs, 10 minutes, un quart d'heure maxi, pour faire des petits rappels. Et voilà. Donc le chapitre 1, là, ça sera la relation pression et changement d'état. Je vais commencer donc sur de l'eau et après faire le rapprochement avec le circuit frigorifique. Du coup, l'évolution de la température et de la pression de l'eau, si on regarde un petit graphique ici, on voit que elle est liée là. Plus la pression augmente, plus la température pourra augmenter avant de commencer à bouillir. Si on regarde, là nous on est à une pression de 1013 hectopascal, soit quasiment un bar, et on est à 100 degrés. Si on monte du coup en pression, mettons dans une cocotte minute, on sera autour de 1,8 bar, entre 1,6 et 1,8. On sera quasiment à 120 degrés de température d'ébullition d'eau, ce qui va permettre de cuire les pommes de terre plus rapidement. A contrario, si on monte au sommet du Mont Blanc, on sera à peu près à 0,5 à peu près de pression atmosphérique. Donc on fera bouillir l'eau dès 80 degrés. Ce qui ne permettra pas de faire cuire un œuf par exemple. C'est aussi ce qu'on se sert dans les circuits frigorifiques pour enlever l'humidité. Effectivement, si il fait, mettons, 20 degrés dehors, si on tire au vide complètement une installation, on sait que on devrait pouvoir faire bouillir l'ensemble de l'eau qui est prisonnière des circuits frigorifiques avant de mettre en fonctionnement avec du fluide frigorigène. Du coup, si on reprend le principe d'une casserole, donc on a donc notre casserole, hop, on y rajoute une flamme, on y rajoute de l'eau. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là c'est de l'eau du robinet. Elle est dans un premier temps à 10 degrés. Elle va monter jusqu'à 100 degrés. Donc là c'est une évolution sensible. Une fois arrivée à 100 degrés, elle va commencer à bouillir parce qu'on est à pression atmosphérique. Donc à 100 degrés, l'eau bout jusqu'au moment où nous n'aurons plus du tout d'eau liquide et tout sera transformé en vapeur. Maintenant, si on prend l'exemple d'une cocotte minute, le principe de la cocotte minute, c'est on a fermé le volume pour pas que l'eau puisse s'enfuir. Voilà. Donc là, l'eau va monter en température. Elle monte en température. Elle s'évapore. La pression ne peut pas s'évacuer. Du coup, on a de la pression qui s'accumule. On va monter progressivement en pression. On va monter, mettons, avec 1,8 bar. Où sera tarée la soupape. Donc la soupape maintiendra 1,8 bar. Et donc la température de l'eau qui bout dedans sera de 120 degrés. C'est exactement ce principe-là que l'on utilise dans les circuits fluidiques. On emprisonne du fluide pour pouvoir le faire s'évaporer. Donc cette relation pression-température, elle est aussi vraie avec le fluide frigorigène. Donc mettons là, je vous dessine vite fait une bouteille.
Donc là c'est une bouteille, on va dire de R404A. Donc elle est à température ambiante hein, depuis un moment. Donc là elle est à 20 degrés. Dedans on sera presque à 11 bars. Donc là on a un mélange hein, donc, de liquide et de vapeur. À 20 degrés on aura 11 bars de pression dans la bouteille. Si je monte, mettons si je monte la température de ma pièce ou de la bouteille directement avec une ceinture chauffante, mettons je la monte à 30 degrés, je serai à 14 bars. On voit qu'il y a une relation donc entre la température et la pression. C'est exactement le même principe qu'une cocotte minute. Nous, on va utiliser ce principe-là pour capter et céder de l'énergie. Ça, on le verra donc, dans le chapitre 2 sur les échanges de chaleur. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous laisse du coup sur cette première vidéo. Puis à la prochaine.